Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui portera sur les thèmes économiques, la complexité de la lutte contre la pauvreté en Afrique, la déconnexion entre les élites dirigeantes et les citoyens et le lien entre le développement et la stabilité et la sécurité. Et pour discuter de ces thèmes, nous avons accueilli ce soir Monsieur Taleb Sid Ahmed, qui est actuellement conseiller chargé de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et du commerce extérieur. Taleb aussi est l'auteur d'un livre. Nous aurons l'occasion de parler de ce livre. Nous avons également Monsieur Selmou Salihi, qui est journaliste et expert en matière de développement, sécurité et lutte contre le terrorisme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Taleb. Bonsoir. Donc, ma première question s'adresse naturellement à M. Taleb. Pourquoi avoir écrit ce livre? Merci d'abord pour l'occasion que vous me donnez. Ça fait toujours le plaisir de se retrouver dans un studio de la télévision, parce qu'il y a quelques années, j'y travaillais. Pour répondre à votre question, vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction, c'est mon second ouvrage qui traite essentiellement de la question de la complexité de la lutte contre la pauvreté en Afrique dans un contexte d'instabilité. Je parle de ma position d'ancien cadre de la Banque mondiale pour y avoir travaillé 10 ans et j'essaie un peu de jeter de nouveaux éclairages sur cette question, relation entre développement et instabilité institutionnelle en Afrique. Et je pense que nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en débattre. Il y a beaucoup de thématiques dans lesquelles effectivement la question de la pauvreté, donc pourquoi elle persiste sur le continent, mais il y a également la question du lien entre ou la déconnexion entre les élites dirigeantes, celles qui dirigent le continent, et ce qu'on appelle le citoyen lambda, mais également les défis réels, les défis auxquels le continent a fait face aujourd'hui. Voilà en résumé. Monsieur Selmou, nous allons parler de la complexité de la lutte contre la pauvreté en Afrique comme premier thème. Pourquoi cette pauvreté persiste-t-elle en Afrique? Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'expliquer la persistance de la pauvreté par plusieurs phénomènes. Pas seulement par l'échec éventuellement de l'aide au développement ou l'échec des politiques et stratégies qui sont conçues entre quatre murs par des experts étrangers. Effectivement, ils ont leur part de responsabilité en matière de conception des stratégies qui doivent être adaptées au contexte. Mais aussi, nous, Africains, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons premièrement les facteurs climatiques, ces sécheresses-là, les facteurs écologiques, je dirais, qui ont changé le mode de production traditionnel en Afrique. Beaucoup de pays qui étaient greniers sont devenus des pays récipiendaires de l'aide alimentaire. Il y a aussi l'instabilité institutionnelle, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau sécuritaire. Quand on regarde aujourd'hui la cartographie des conflits armés, la cartographie de la présence des missions de maintien de la paix, on est désolé pour constater que la majorité, malheureusement, c'est en Afrique. Ça aussi, ça amène la pauvreté, ça chasse la prospérité, ça chasse la croissance. Et il y a aussi l'amateurisme de certaines élites. Par exemple, certaines élites ont privilégié, avec les mannes de ressources minières, ont privilégié l'industrialisation. D'autres ont privilégié des modèles à la soviétique avec l'émergence de l'Afrique les années 60 et les années 70. Bref, c'était des modèles extérieurs. Donc, mais moi, je ne vois pas seulement le côté vide du verre. Aussi en Afrique, il y a des succès, il y a des réussites, il y a des pays qui sont en train d'atteindre le seuil de l'autosuffisance alimentaire. Il y a des pays émergents en Afrique. Malheureusement, il y a des pays où il y a des conflits, où des portions de leur territoire échappent complètement. Il y a aussi des causes à la pauvreté qui ne s'expliquent pas seulement par des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs climatiques, notre incapacité à nous, des problèmes que nous créons nous-mêmes pour nos pays, mais aussi il y a ce que certainement Taleb connaît mieux que moi, c'est-à-dire que l'inéquité au niveau du commerce international, comment on nous prend nos produits en brut et on nous les revend à 10 fois le prix quand ils sont raffinés, quand ils sont transformés. Bref,
C'est un sujet sur lequel on pourra parler. Et je remercie vraiment la télévision de Mauritanie TV d'avoir appelé un expert comme Taleb, qui est un confrère qui a présenté beaucoup de journaux à votre place, cher Saadbou. C'est un retour au Bercail ce soir. Donc vraiment, il faut en profiter parce que j'ai eu l'occasion de parcourir en diagonale son livre. Il vient d'être publié. C'est après la deuxième lecture que je pourrais vraiment donner une meilleure idée du livre. Mais grosso modo, c'est quelqu'un qui a mis la main à la pâte. C'est quelqu'un qui était dans la machine de la Banque mondiale, qui a certainement des éclairages importants à nous donner. Donc on doit l'écouter. Donc, M. Taleb, pourquoi nous avons écouté M. Selmou, mais peut-être qu'en tant qu'expert, vous allez nous donner plus de précision. Pourquoi, en dépit d'une forte croissance économique ces dernières années en Afrique, la pauvreté ne recule que très péniblement? Qu'est-ce qui explique ça? Tout à fait. C'est une question que tous les experts se posent. Je vais vous dire une phrase qui a été prononcée, enfin qui a été écrite il y a 2 ans par Sylvie Brunel. Je crois que c'est une experte en développement qui a écrit un excellent livre il y a 2 ans, qui s'intitulait, je pense, « Et si l'Afrique était bien partie ». C'était en référence au livre de René Dumont dans les années 60 qui disait que l'Afrique noire était mal partie. Elle disait ceci, en gros, jamais l'Afrique n'a été aussi injuste. Pourquoi elle dit? Parce que, bon, vous voyez, ce qui est vraiment paradoxal, voici un continent qui, pendant les 15 dernières années, a aligné des taux de croissance phénoménaux. Dans certains pays, on est même passé à 2 chiffres. Hein. Je pense à la Côte d'Ivoire, où j'étais pendant 7 ans, donc de 2010 jusqu'en 2017. Où en 2012, après l'effacement de la dette, le pays et la sortie de crise, le pays a affiché des taux de croissance avoisinant 10%. Sur le continent, de façon globale, en tout cas, excepté cette année, l'année 2019, où la croissance a très légèrement progressé, mais sur les 15 dernières années, vous avez une croissance qui a avoisiné entre 5 et 6%, ce qui était une très, très bonne chose après avoir passé, après que le continent soit dans l'atonie et dans l'immobilisme depuis la fin des années 80. Mais en même temps, à côté de cela, vous avez un creusement des inégalités sans précédent. Vous avez une croissance qui, comme on le dit dans certains pays, ne se mange pas. Si vous alignez si vous regardez la plupart des interventions de nos dirigeants, que ce soit les ministres des Finances ou les porte-parole du gouvernement, quand ils parlent, ils tiennent toujours un langage techniciste aux citoyens que les citoyens ne comprennent pas. Donc ils alignent des chiffres, mais en même temps, les citoyens qui les regardent à la télévision me disent « c'est pas possible, de quoi ils parlent ?» Donc je ne ressens pas cette croissance dans la marmite. Certains disent par exemple, c'est devenu courant en Afrique aujourd'hui, on ne mange pas la croissance, on ne mange pas des chiffres. Et donc c'est là où finalement les experts sont un peu désemparés. Comment se fait-il que nous ayons cette croissance et en même temps, à côté, nous avons... Vous sortez des grandes villes, vous rencontrez, enfin, tout de suite, vous êtes frappé par la face de la misère, hein, que vous soyez surtout dans les zones rurales. Il y a très très peu d'investissements. C'est dans les zones rurales où le niveau de pauvreté sont les plus alarmants. C'est dans les zones rurales où l'immigration, où les jeunes sont gagnés par le désespoir et ils veulent complètement quitter. C'est dans les zones rurales où, comme le disait tout à l'heure mon ami Selmou, vous avez des problèmes donc, de changement climatique. L'impact des changements climatiques est le plus visible. Et c'est là, toute la problématique est là. Ça nous ramène à la question de départ. Pourquoi parle-t-on de croissance économique pendant 15 ans et en même temps, nous avons ces écarts de revenus qui sont là. Vous avez cette inégalité qui est... inacceptable. Voilà, donc, en gros. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. Pourquoi? Et là, je réponds à votre question. Il y a beaucoup d'éléments de réponse. La première chose, c'est que tous les experts sont d'accord que c'est une croissance qui a été essentiellement capitalistique. C'est-à-dire que ce sont de grands groupes étrangers, des investisseurs étrangers qui rapatrient tout cet argent une fois qu'ils ont du bénéfice chez eux. C'est une croissance dont les retombées ne sont pas investies tout de suite dans des programmes sociaux. C'est une croissance qui ne profite pas, comme je le disais tout à l'heure, aux populations les plus démunies. Il y a donc une infime partie de la population sur le continent, généralement nichée qui habite dans des quartiers
nichés dans les grandes villes qui profitent de cette croissance. Voilà, donc c'est une croissance. En termes de chiffres, elle est là, elle existe. Parfois deux chiffres, 10%, 8%, 9%. Mais sur le plan du vécu quotidien, on ne la voit pas. Vous allez dans les quartiers, même dans les grandes villes, que ce soit Nouakchott, Abidjan ou Kinshasa, vous allez dans les grandes villes, il y a des bidonvilles qui sont complètement oubliés. Vous avez une jeunesse qui erre. On parle d'emploi, oui, il y a de l'emploi, mais c'est de l'emploi précaire. Il n'y a pas de filets sociaux, de protection sociale pour... donc, voilà, donc en gros, c'est ça la problématique. Voilà, donc... Vous avez parlé de problématiques, mais où sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Les solutions, la plupart des économistes, bon, même si leur parole n'est pas, je veux dire... c'est pas de l'évangile. Voilà, donc c'est pas de l'évangile ou du Coran. Pas du Coran. Du Coran surtout. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, les économistes les plus sérieux, estiment que pour que cette croissance soit réellement concrète, il faut qu'elle soit inclusive. C'est le terme d'inclusion qui est utilisé. Sinon, sinon, de son ancrage dans la sphère des pauvres, comme on disait dans le Absolument, l'ancrage de son ancrage dans la sphère des pauvres. C'est-à-dire qu'il faut que les États, et ce n'est pas facile, je peux vous dire, hein, donc c'est vrai que... Mais je veux dire, c'est facile, et ce n'est pas facile, mais c'est faisable. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que les préconisations, ce que les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, préconisent, c'est qu'il faudrait que les États fassent très attention à leur politique ambitieuse d'investissement et beaucoup plus penser à créer des filets sociaux. Par exemple, dans certains pays, il y a des programmes de transferts sociaux pour les populations les plus démunies. Il y a des investissements dans zones rurales pour essayer de maintenir les populations sur place, pour créer des économies d'échelle au niveau des paysans et pour écouler la production. Et il faut investir dans l'éducation, il faut réformer l'éducation. Il faut également investir dans ce qu'on appelle le capital humain. Aujourd'hui, c'est le terme le plus utilisé, le plus à la mode. C'est le capital humain, en résumé. Voilà, donc... c'est la principale ressource. Monsieur Selmo, si vous avez bien sûr quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit M. Taleb, mais pourquoi cette croissance n'impacte pas sur, comme il a dit, la marmite? L'impact sur la marmite, lui, il a dit que la croissance, ceux qui en bénéficient sont connus, donc ça bénéficie à une certaine élite. Mais ça, c'est une vision d'une élite dans certains quartiers JP, dans nos capitales. Ça, c'est une vision. C'est une vision, mais aussi, il faut reconnaître qu'il a parlé d'un concept très important, l'inclusivité de la croissance. Moi, sans être économiste comme lui, sans avoir son expérience, évidemment, parce que j'apprends beaucoup en l'écoutant et en lisant son livre, moi, je crois que cette inclusivité, en principe, elle doit se traduire par l'équité de l'investissement public. L'équité de l'investissement public. C'est-à-dire que si j'ai fait des routes à Nouakchott et à Nouadhibou, donc je dois faire des routes à Zouarate, je dois les faire à Sidi Babi, je dois les faire un peu partout, je dois raccorder les principales muqata'a au wilaya, je dois fournir l'électricité partout, je dois avoir des hôpitaux régionaux partout, je dois avoir des postes de santé de type A un peu partout. Mais tout ça c'est très important, mais il faudrait aussi que j'ai une éducation de qualité partout. Il faudrait que j'ai une école qui forme un personnel qualifié, une main-d'œuvre qualifiée, des écoles, des formations spécialisées, des formations délocalisées sur le terrain. Il faudrait que les grandes cités ne soient pas des cités rayonnantes avec des lumières. Et les hameaux rappellent Kandahar après le bombardement américain en 2001 ou Hiroshima après le bombardement américain en 1945. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui cette disparité qu'on constate entre les grandes agglomérations urbaines et les villes de l'intérieur du pays. Il faut combler ce déficit-là. Et il faudrait aussi qu'il y ait cette protection sociale. Il y a de ces gens qui auront besoin tout le temps de filets sociaux. Taleb a parlé des transferts, des cash transferts. Pour le moment, ça s'est fait uniquement au niveau de l'éducation, dans Mauritanie, dans les zones d'éducation prioritaire.
Mais en matière de protection sociale, il faut songer à plusieurs autres catégories. Il faut penser aux jeunes, il faut penser plutôt aux chômeurs qui ont fait le cursus normal et qui n'arrivent pas à trouver du travail, comme ça se fait en Europe. Ça absorbe un peu le choc. Mais aussi, il faudrait agir sur la mentalité. Certains parlent des avantages de la dividende démographique. Certains aussi parlent de ses inconvénients. C'est un débat qui peut se prolonger. Il y en a qui le défendent, il y en a qui le divisent. Mais aussi, il faut agir sur la gouvernance. Il faut agir sur la gouvernance pour que les ressources publiques ne soient pas laissées à la merci d'un groupe de requins à col blanc. Il faudrait que, voilà, pour qu'on sente que les fruits de la croissance partent à la marmite, il faut ça. Il faut avoir une politique de bonne gouvernance, de rationalisation des dépenses publiques, et de réallocation et de réorientation des dépenses publiques vers les secteurs prioritaires. La santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture. Et il faudrait aussi, pour lutter contre ces disparités, arriver à fixer les populations dans les terroirs. On ne peut pas les fixer avec des slogans. Donc il faut des infrastructures pour retenir les gens. Mais il faudrait aussi booster l'économie locale, l'agriculture sous pluie, l'élevage, l'artisanat, les travaux traditionnels. Il faut les booster, il faut les encourager pour qu'ils créent des revenus, et pour qu'ils créent de la richesse et pour qu'ils participent au tissu économique. Bon, il n'y a pas de recette magique. Je sais que l'expérience des tigres asiatiques est souvent citée. Chez nous, en Afrique, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'expérience. On parle depuis quelques années du modèle rwandais. On parle du modèle rwandais, mais on parle essentiellement de l'expérience des pays asiatiques, des tigres de l'Asie, qui étaient les années 70. Je crois l'avoir lu dans le livre de Taleb. Singapour, par exemple, avait un revenu qui était un PNB qui était inférieur au PNB de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de rapport entre les deux. Je crois que Singapour fait 10 fois le PNB de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut s'inspirer de ces expériences qui ont réussi ailleurs, en repensant un modèle propre, en fixant les priorités et en mettant en place les mécanismes qu'il faut, un système éducatif adapté, et surtout une bonne gouvernance adaptée qui valorise les compétences locales, les produits locaux, les connaissances locales. Donc il faudrait repenser tout ça. Sinon, le modèle qui est valable jusque-là, c'est-à-dire l'aide au développement, le partenariat avec les institutions de Bretton Woods, on ne peut pas dire que ça n'a pas eu ça a eu un impact. Il y a eu tellement de réalisations, d'infrastructures, de programmes qui ont été réalisés. Il faut au moins se dire merci. Mais ce n'était pas suffisant. La transition est toute trouvée. Vous avez parlé d'institutions de Bretton Woods. Monsieur Taleb, vous qui avez travaillé environ 10 ans à la Banque mondiale, en Mauritanie, puis en Afrique de l'Ouest, avez-vous le sentiment que comme sa sœur, le FMI, le Fonds monétaire international, ou les institutions de Bretton Woods, comme on les appelle, portent la responsabilité de cette persistance de la pauvreté sur le continent? Oui, je voudrais assez rapidement, avant de répondre à votre question, rebondir sur une réflexion qui a été faite par Selmou sur le modèle asiatique. Donc, à juste titre, il le dit, et tout le monde s'étonne. Savez-vous que dans les années 60, l'Afrique avait un produit intérieur brut par tête et par habitant plus important que celui de l'Inde. Et peut-être de la Corée du Nord. L'Afrique avait 1,7 et la Chine l'Inde était à 0,3. Aujourd'hui, regardez où est-ce que l'Inde se situe. Le même exemple, il a donné l'exemple de Singapour. Ils ont aujourd'hui les meilleurs ingénieurs. À côté, il y a à côté l'exemple aussi de la Malaisie. Il y a la Corée du Sud. La Corée du Sud avait un produit intérieur brut il y a 20 ans qui était moins que celui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Donc c'est pour vous dire simplement que qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est un leadership. Nous n'avons pas, malheureusement, sur le continent, c'est très peu. Il a donné l'exemple du Rwanda, certains donneraient d'autres. Mais il manque un leadership surtout axé sur la culture des résultats. Voilà. Si nous avions des dirigeants qui fixaient le cap, qui disent à leur gouvernement, à leur administration, voici le cap dans 5 ans. Je veux que le taux d'éducation, le taux d'ingénieurs soit tel. Je veux avoir tel nombre de médecins. Je veux
au niveau des coopératives féminines, qu'il y ait, enfin, juste des chiffres. Et donc au bout de 5 ans, une approche basée sur les résultats. Mais également sur la reddition de comptes. Il y a une chose est de mettre en place des politiques publiques, mais l'autre chose, c'est d'évaluer ces politiques publiques. Voilà. À partir d'un moment, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent du contribuable pendant 5, 6, 10 ans et au bout du compte, il n'y a pas d'évaluation. Et c'est ça le gros problème. Au niveau de la Banque mondiale où j'ai travaillé, cette question d'évaluation est extrêmement importante. J'ai lu un document qui avait évalué les interventions de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire de 1967 jusqu'aux années 90. Et les résultats étaient fort intéressants. C'est que quasiment plus de 67% de ces projets avaient atteint des résultats qui étaient extrêmement mitigés. Si on n'avait pas fait cela pour essayer de corriger, on partirait droit dans le mur. Donc, le leadership est important et c'est ce que les dragons de l'Asie, du Sud, ont adopté. Ils ont eu des dirigeants qui avaient une vision claire. La deuxième chose, c'est des réformes au niveau institutionnel. L'administration, c'est important, l'éducation. Maintenant, pour ce qui concerne la question de la responsabilité, je crois que c'est l'une des grandes problématiques aujourd'hui dans le débat en Afrique. Quand on parle les difficultés, les défis auxquels sont confrontés, c'est cette propension à toujours mettre la responsabilité et renvoyer la responsabilité chez les autres. Voilà. Je pense qu'à un moment, il faut quand même être réaliste. Il faut arrêter. Est-ce que vous savez que la plupart, aujourd'hui, même dans le milieu intellectuel, la plupart ne savent pas que le dernier plan d'ajustement structurel a été fait dans les années 80. Il n'y a plus de plan d'ajustement structurel. Tout à l'heure, Issel me disait qu'il y a des politiques publiques qui sont ficelées entre quatre murs. Il avait raison, à un certain moment, c'était cela. Mais depuis le début des années, depuis la fin des années 90, on n'est plus dans cette configuration. Aujourd'hui, et il faut que les gens le comprennent, les politiques de développement sont faites principalement par les gouvernants, pour trouver une autre expression, elles sont faites avec les gouvernements, y compris la société civile qui n'était pas invitée à... Aujourd'hui, on parle de consultation. La plupart des stratégies de développement, y compris celui tout dernièrement, donc le cadre de partenariat qui structure la relation entre la Banque mondiale et la Mauritanie, qui a été fait, je crois qu'en juillet 2018, il a été fait avec des consultations, avec la société civile, avec les parlementaires, avec le gouvernement, et ainsi de suite. Donc, la question de la responsabilité, il a raison, il y a une co-responsabilité. Et là, je rejoins l'une des thématiques du livre, c'est malheureusement, ces 15 dernières années, en tout cas dans certains pays, surtout les pays qui étaient frappés par la fragilité, que ce soit la Côte d'Ivoire ou donc en Centrafrique et dans les pays du Sahel, etc. Donc, les politiques de développement ont été conçues dans un environnement instable, en l'absence d'un consensus politique. Et ça, c'est important. S'il n'y a pas de consensus politique dans un pays, il n'y a pas de succès de développement, de projet de développement. Pour qu'un projet de développement soit viable, pour qu'il ait des résultats pérennes, il faut qu'il soit approprié par toute la communauté nationale. Il faut que les hommes politiques, la société civile, les jeunes, les femmes, tout le monde l'endosse. Donc, je pense qu'on fait un mauvais procès aux organisations internationales, y compris ceux que vous appelez Bretton Woods. C'est vrai, à un moment, elles ont péché, elles ont elles-mêmes reconnu. Par exemple, les plans d'ajustement structurel, on s'est rendu compte effectivement qu'elles avaient beaucoup blessé, bon, entre guillemets, mais en fait qu'elles avaient eu réellement des aspects négatifs, surtout en termes sociaux. Le fait donc d'avoir mis à la porte donc, beaucoup de... les privatisations, des privatisations mal faites, des restructurations qui étaient très mal conduites, etc. Mais je pense qu'en dernier ressort, la responsabilité revient aux Africains. C'est eux qui, malheureusement, de par leur gouvernance, comme il le parlait aujourd'hui, donc il y a une très mauvaise gouvernance politique et sociale dans de nombreux pays, et qui fait que, malheureusement, on est face au mur, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ce problème donc, de creusement des inégalités, qui fait qu'aujourd'hui, les taux de pauvreté dans la plupart des pays en Afrique dépassent 50%. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que, et je pense qu'on va l'aborder aussi dans le reste donc, du débat, ça renvoie à la question donc, des frustrations. La question des frustrations, la question de la radicalisation de certaines couches de la population qui ne sentent pas
donc, le retour de l'ascenseur, qui ne sentent pas le produit de cette croissance. C'est très intéressant. La responsabilité des institutions financières, mais est-ce que les dirigeants ont eu beaucoup de choix? Bon, pas forcément. Bon, les programmes d'ajustement sectoriel ont débuté les années 80. Les dirigeants se sont rendus compte qu'ils étaient en face du mur. Ils avaient besoin de ressources pour financer le programme de développement, parce que les ressources intérieures ne suffisaient pas. Si elles suffisaient, certainement, ils n'auraient pas tendu la main pour cela. Mais la facture politique était énorme. Il fallait geler le recrutement à la fonction publique, il fallait privatiser des sociétés d'État, il fallait s'endetter, il fallait tout ça. Donc, et du coup, c'est vrai, des liquidités sont venues dans les trésoreries, mais ces liquidités n'ont pas résolu le problème. Les écarts ont continué à se creuser, la pauvreté a continué à exister, la fonction publique ne peut plus donner de l'emploi, le secteur privé n'a pas joué son rôle convenablement. Donc, eux aussi, il faut comprendre, les dirigeants sont peut-être animés de très bonnes intentions. Certainement, il n'y a aucun dirigeant qui cherche à échouer. Donc, les dirigeants, en principe, ils cherchent à réussir. Mais le succès ne dépend pas tout simplement des allocations de ressources des institutions financières internationales. Il dépend, comme l'a dit Taleb, d'une vision. J'aime bien ce concept d'approche par résultat. Je l'aime très bien parce que c'est une approche qui est très efficace, c'est-à-dire on te responsabilise, on a un tableau de bord et on t'attend au virage. Tu avances, on continue avec toi. Tu n'arrives pas à avancer, on cherche quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas marié, comme disent les Ivoiriens. Que Taleb aime bien parce qu'il a travaillé longtemps à Abidjan. Moi aussi, j'ai étudié à Abidjan longtemps. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, un certain paternalisme s'est arrêté. Aujourd'hui, non, on ne vient pas pour vous dire de faire des programmes, des cadres de partenariat et de coopération à changer. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui fixent leurs priorités, qui demandent les financements en conséquence. Mais je pense que c'est vrai, ceux qui ne sentent pas les fruits de la croissance ressentent des frustrations. Et se disent, pourquoi pas nous, d'où, Taleb l'a bien dit, d'où un certain discours radical, d'où même certains discours extrémistes, tout ça. Et ça vous montre un peu le danger de ne pas avoir une croissance inclusive. J'avais dit tantôt qu'une croissance inclusive, il ne faudrait pas ici qu'on envoie des explications qui n'ont pas de sens. Moi, je ne peux pas dire la croissance inclusive, c'est que je sais que les recettes de mon pays sont de l'ordre de tel, donc il faut mettre tout cet argent-là dans un compte bancaire et on va faire le rang. Chacun de nous sortira avec son chèque. En fait, l'équité dans la répartition des ressources publiques, c'est l'équité dans la répartition de l'investissement public. C'est-à-dire au niveau de toutes les régions, au niveau de tous les hameaux, au niveau de toutes les zones du pays, on va sentir la présence de l'État à travers l'investissement dans des infrastructures qui profitent à nous tous. La route, ce n'est pas écrit sur les routes que c'est Taleb qui doit l'emprunter et pas moi. Un hôpital, c'est la même chose. Une école, c'est la même chose. Mais il faudrait aussi travailler, j'ai vu au niveau du G5, il faut travailler sur l'employabilité des jeunes. Et il y a un concept que je n'entends plus, les années passées, je l'entendais beaucoup dans le jargon de la Banque mondiale, les chantiers à haute intensité de main-d'œuvre. Ça, je n'entends plus. Ça aussi, c'était très important à l'époque. C'était un filet social. Je le vois récemment avec les entreprises privées, en Mauritanie, essentiellement les entreprises pour les BTP, je les vois. Mais là aussi, on se heurte à un problème. Apparemment, il y a un problème de qualification de nos ressources nationales. Mais on espère qu'avec les écoles professionnelles faites ces dernières décennies, et les instituts spécialisés, on espère qu'on va un peu régler ce problème. En fait, c'est un ensemble de mesures qu'il faut faire. D'abord, avoir une vision, avoir d'abord une vision, ensuite chercher des ressources. Et il ne faudrait pas les chercher. Aujourd'hui, ça devient compliqué de s'endetter parce qu'il y a des gens qui ont des taux usuriers, qui ont des taux exorbitants. Et puis, les emprunteurs, ce n'est plus seulement les institutions financières qui étaient connues, les institutions régionales. Il y a aussi les Chinois qui prêtent, les Indiens qui prêtent. Il y a même apparemment les eurobonds, c'est pas moi, c'est sur le marché européen. Il y a des taux faramineux. Donc,
Il faut éviter au maximum de s'endetter parce que les services de la dette aussi va plus tard. Est-ce possible? Taleb a parlé dans son livre de la forte dépendance de nos pays vis-à-vis de la dette. Moi, je crois que quand on a une très bonne politique fiscale, quand on rationne... Ça, il faut avoir quand même des ressources naturelles. Quand on a de bons revenus, de ressources minières, quand on a une bonne politique fiscale, qui ne soit pas une politique aussi qui trop une grande pression fiscale aussi, vous savez, c'est pas bon non plus. Et ne pas payer aussi l'impôt, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut chercher des ressources, avoir une vision, avoir cette approche par résultat, Et dans le cadre de cette vision, il faudrait que chacun sente qu'il est visé par la croissance et qu'il va avoir sa part de la croissance. Et c'est très important que Taleb en ait parlé parce qu'on ne cherchait pas, on ne savait pas comment. On va en parler justement parce qu'on est en train de parler dans le livre. Mais c'est très important de voir que la gestion macroéconomique, elle peut avoir une incidence sur le discours radical. C'est-à-dire que quand on se sent à la marge, quand on se sent exclu, on se dit tiens, est-ce que d'ailleurs je suis dans mon pays? Personnellement, j'ai entendu des gens dire. Donc, il y a cet aspect-là qu'il soit nécessaire d'avoir des résultats qui sont palpables pour tout le monde. Monsieur Taleb, par rapport à la forte dépendance, qu'est-ce que vous préconisez? Non, en fait, vous savez, la dette en elle-même n'est pas une mauvaise habitude. Je veux dire, certains économistes estiment que, bon, parfois, il est nécessaire de s'endetter pour pouvoir avancer. Mais le problème, c'est l'utilisation de la dette. Le problème, c'est sa dépendance à la dette. Ce qu'on reproche aujourd'hui, surtout depuis 1 an ou depuis 2 ans, ce qu'on reproche aux pays africains, c'est que, la forte croissance qu'ils avaient connue pendant ces 15 dernières années est en train de se rétrécir. Mais le plus grave, c'est qu'ils sont en train de s'endetter alors qu'on pensait qu'ils étaient sortis du cercle vicieux de la dette. Et ce qui est grave, c'est que ce sont des dettes qui sont contractées sur le marché financier international avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Le Libor a atteint des sommets qui sont parfois tout simplement inacceptables. Vous prenez un pays comme la Somalie, ce que les Anglais appellent failed state, c'est-à-dire les États qui ont défaillants, ou même la Centrafrique, des pays qui sont encore en crise. Vous leur donnez des dettes avec des taux d'intérêt de 5, 6, 7%, ça veut dire que vous leur passez le couteau, excusez-moi l'expression, vous leur passez le couteau sous la gorge. Absolument. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est le problème de la dette, c'est que si elle est mal utilisée, elle a des répercussions qui sont extrêmement... Surtout qu'il y a quelques années, dans le cadre de l'initiative PPTE, c'est-à-dire pays pauvreté endettés, beaucoup des États ont bénéficié de l'allègement ou complètement de l'effacement de leurs dettes. Si aujourd'hui on revient encore à la case départ, c'est extrêmement grave. Nous, on en a bénéficié en 2002. Oui, on en a dit... Bon, je veux dire, de façon globale, l'initiative PPTE, c'est-à-dire l'effacement de la dette, elle était conçue pour que les pays repartent sur de bons pieds. Mais le danger, la menace qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un fort retour. Parce que le problème, c'est que l'argent existe. Vous allez aujourd'hui sur le marché financier international, vous allez avoir beaucoup d'argent. Il y a des euros, des dollars. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le taux d'intérêt qu'on vous applique. L'avantage avec les organisations de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'avantage, c'est que vous avez des dettes, mais avec des taux quasiment zéro. Ce sont des financements concessionnels. Alors qu'au niveau donc, du marché financier international, donc, que ce soit les eurobonds, d'autres, donc, ce sont des taux d'intérêt qui sont extrêmement... Donc, il faut éviter cela. La préconisation, ce que les économistes préconisent aujourd'hui, c'est que, attention, faites doucement, faites attention à ne pas vous lancer dans un nouveau cycle d'endettement qui va... parce que si vous vous endettez, vous allez rembourser. C'est cela, c'est tout à fait logique. Vous allez passer tout votre temps à rembourser. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a des pays qui alignent des taux de croissance qui sont élevés, mais le problème, c'est que d'un côté, ils ont un fort taux de démographie. Donc, si vous avez un taux de croissance de 3% et puis un taux de croissance démographique de 4%, vous savez que c'est nul. Donc, de l'autre côté, c'est l'endettement. C'est donc ce qu'on appelle le remboursement du service de la dette. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est ça qui est extrêmement grave. Avant de passer à M. Selmou,
nous allons parler des populations locales, par exemple. Vous êtes très actif sur le plan du développement local où vous rencontrez régulièrement les populations sur place ou rurales. Avez-vous le sentiment qu'elles sont les plus grandes oubliées dans ce qui se fait, progrès économique et social? Ah oui, moi je le vois souvent dans des écoles, là. Il faut qu'ils nous en parlent. Là. Oui, vraiment, c'est pas pour de faire vraiment de la publicité. Hein, donc, merci quand même de l'avoir mentionné. De par mes fonctions pendant les 10 dernières années, moi, je faisais du développement. Donc, je dormais dans les villages, je me faisais piquer par des moustiques et tout cela. Je veux dire par là, donc, au contact. Donc, c'est là où véritablement la question des inégalités m'a beaucoup frappé. C'est là où donc, j'ai été... comme certains, la plupart des experts le constatent aujourd'hui, étaient interpellés par cette question de cette déconnexion entre les discours grandiloquents qui font état donc des chiffres, voilà, nous avons atteint ceci, cela, et la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, vous sortez des grandes villes, encore une fois, je le répète, c'est une misère qui vous tape à l'œil, c'est extrêmement grave. Donc des villages qui sont abandonnés, des centres de santé qui sont complètement délabrés, alors que dans les années 80, dans les années 60, 60-70, avant les grandes sécheresses, l'Afrique avait un système de santé qui était extraordinaire. Moi, j'ai fait l'école à Goureil. Je veux dire par là, je me rappelle encore qu'on avait un système de couverture sanitaire qui était extraordinaire. Je veux dire, nous avions des enseignants qui étaient extraordinaires. Le niveau était... Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Totalement le contraire. Vous rentrez, je vis aujourd'hui à Tunis depuis 1 an et demi, mais aujourd'hui, si vous voyez le nombre d'Africains qui viennent pour se faire soigner là-bas, mais c'est totalement lamentable. C'est une bonne chose pour l'économie tunisienne et tout cela. Donc, eux, ils ont eu au moins l'intelligence d'avoir investi tous leurs efforts dans le système éducatif. Ils ont formé d'excellents médecins, d'excellents ingénieurs, d'excellents financiers, etc., pendant que les Africains, l'Afrique subsaharienne surtout, pendant ces 20-30 dernières années, se faisaient la guerre, étaient dans l'instabilité. Alors, pour le développement local dont vous parlez, effectivement, le sentiment, c'est que c'est un sentiment réellement d'oubli. Il faut absolument que nos politiques essayer d'avoir un pied beaucoup plus régulier sur le terrain, auprès des... Parce que n'oubliez pas que c'est dans ces zones où nous trouvons la majorité, par Nouakchott évidemment qui est en train de se gonfler, parce que tout le monde fuit les villages, ou pas uniquement Nouakchott, hein, donc que ce soit la plupart des grandes villes en Afrique. Donc les populations dans les zones rurales sont complètement oubliées. Moi, les populations, enfin, je fais surtout un travail d'éveil, hein, de conscientisation. J'essaie donc de partager des expériences personnelles, parce que je viens d'une famille modeste, donc essayer de leur dire, bon, demain sera toujours meilleur, tout ça, mais est-ce que ça suffit? Mais ce que je vois sur le terrain, c'est que les gens sont véritablement sentent que, bon, il n'y a pas d'État, que l'État, je le dis encore, hein, c'est la plupart des pays africains. Je pense que ce sera le thème de la troisième thématique, c'est qu'il y a une déconnexion complètement entre les discours politiques et la réalité sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui, monsieur. Oui, effectivement, je l'écoutais. Oui, il me semble qu'effectivement, il y a des disparités. Dans nos pays africains, il y a de très grandes disparités entre les grandes mégalopoles et les villes de l'intérieur du pays. Ce sont des disparités sur lesquelles tout le monde travaille, les gouvernements, la société civile, les partenaires, tout le monde travaille sur ces disparités-là. Je pense qu'elles disparaîtront avec le temps. Et je répète souvent une idée que j'ai dit, en Afrique, on est aussi parfois assez ambitieux. Parce que quand on part en Tunisie ou qu'on est au Maroc à côté ou en France, où l'État est présent là-bas depuis plus de centaines d'années, ou même au Sénégal à côté où la présence française, je pense qu'elle date des années 1700. Alors que chez nous, la pénétration a réellement commencé des années 1890, elle s'est terminée rapidement, prématurément, en 1960. Je crois qu'il y a aussi de bonnes raisons pour être optimiste, c'est que nous avançons.
malgré tout, nous avançons. C'est vrai, les écoles étaient excellentes, les postes de santé étaient excellentes. Chez nous, ici, les années 80, moi, je me rappelle du lycée d'Ayoun, où il y avait le réfectoire, le dortoir, les pions et tout ça. Donc, l'internat, on venait le soir manger à l'internat, même si on était avant le collège, on connaissait déjà... Il y avait la bourse au collège, tout ça. Ouais. Mais à l'époque, je crois que les Mauritaniens, on était à peine 400 ou 500 000 Mauritaniens. Aujourd'hui, on est 4 millions. Donc la pression sur les ressources s'est accentuée. La pression sur les infrastructures s'est accentuée, ce qui demande un effort supplémentaire. Je crois que s'il y a un problème, c'est aujourd'hui le manque de moyens ou de volonté pour cet effort supplémentaire. Parce qu'il faut faire un effort supplémentaire sur tous les plans. C'est vrai, on a toujours l'impression que le passé était meilleur et que le présent, et on rêve toujours à ce que l'avenir soit meilleur que le présent et le passé. Donc on va continuer à être optimiste. J'espère qu'on va continuer à avancer comme cela se produit. Donc, Monsieur Selma, avant de passer la parole à M. Taleb, en votre qualité de... Vous êtes expert en matière de sécurité, lutte contre le terrorisme. Le lien entre... Pouvons-nous faire un lien entre le développement et la stabilité et la sécurité? Il y a un lien que, d'ailleurs... L'idée centrale de la création du G5 Sahel, c'est ça, c'est la corrélation entre le développement et la sécurité. Et souvent, nous entendons le président Aziz le dire, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Aujourd'hui, les zones dans nos pays sahéliens, les zones où il y a l'insécurité, ce sont les zones où l'État n'est pas présent. Évidemment, les zones transfrontalières, parce que nos États, avec leur constitution partout dans les zones Sahel, avec les années 60, ils se sont beaucoup concentrés sur les grandes agglomérations, sur les capitales politiques et économiques pour les sécuriser. Et il y a eu une négligence des zones transfrontalières. Donc les populations qui habitent dans ces zones-là, que ce soit entre nous et le Mali, que ce soit entre le Mali et le Niger et le Burkina, le Niger et le Tchad, l'Algérie et le Mali et l'Algérie et le Niger, la Libye et le Niger. Donc toutes ces zones transfrontalières dans notre espace sahélien étaient pratiquement des zones grises. Et c'est pour cela que, dehors la loi, sont venus s'incruster. Ils se sont substitués au gouvernement qui n'était pas sur place. Donc, avec ce programme ambitieux de G5 Sahel, dans sa composante développement et dans sa composante sécuritaire, on prend en compte ces préoccupations. Mais on ne les prend pas au niveau de la sécurité si on les prend en charge dans les zones transfrontalières. Au niveau de l'économie, la prise en compte est globale parce qu'on s'intéresse à l'employabilité des jeunes, c'est plus les zones transfrontalières. On s'intéresse à la résilience des populations, ce n'est plus aussi les zones transfrontalières. On s'intéresse à la promotion de la femme. Donc, voilà. Donc, effectivement, cette corrélation est là. Il faudrait qu'il y ait la sécurité, il faudrait qu'il y ait la stabilité, parce que l'un des facteurs de ce développement de l'Afrique, c'est l'instabilité politique et institutionnelle. Voilà, donc, le mode de dévolution du pouvoir est connu. Les crises politiques secouent souvent les pays, les conflits, d'ailleurs, même s'il y a des modes de dévolution connus, même s'il y a des crises politiques institutionnelles, en tout cas, tant que ça n'a pas évolué vers les guerres civiles, les conflits armés, c'est là où il n'y a plus de développement économique, il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui vont s'hasarder à venir, il n'y a plus de touristes. Et du coup, le développement, ce n'est pas tout simplement l'action du gouvernement et de son peuple, c'est aussi une opération à laquelle les investisseurs étrangers sont les bienvenus et sans leur présence, ils ne sont pas rassurés, notamment sur la qualité des services, des infrastructures, sur la qualité de la justice, sur la qualité même des médias, donc c'est la qualité des infrastructures, ils ne vont pas venir. Donc il faut encourager l'investissement direct étranger à venir, l'investissement privé à venir, parce que c'est ça. Donc moi je suis de ceux qui pensent que la sécurité est beaucoup plus importante, c'est le facteur numéro un. C'est la sécurité qui va amener le développement, mais aussi c'est le développement aussi qui crée la sécurité d'une certaine manière, parce que quand il y a croissance inclusive,
Quand chacun sent qu'il bénéficie des croissances et du développement de son pays, il ne s'engagera pas contre son pays. Et il ne permettra pas à quiconque de toucher à la souveraineté, à la sécurité de son pays parce qu'il jouit de sa citoyenneté d'une manière pleine et entière. Monsieur Taleb vient de dire le développement crée la sécurité. Oui, vous savez, c'est intrinsèquement lié. Développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc, si dans la plupart... je ne suis pas un afro-pessimiste, hein, ça, il faut vraiment que ça soit très clair. Hein, en tout cas, vous donnez l'impression. Je ne suis pas venu pour faire peur aux gens par rapport... Mais simplement, je dis la réalité telle qu'elle se sent aujourd'hui sur le continent. Donc, je ne suis pas venu pour dézinguer, comme on dit, donc le continent. Nous avons un beau continent, nous avons un bel avenir, nous avons beaucoup de ressources. C'est le continent de l'avenir. Mais une fois encore, il faut souligner que nous sommes face à un blocage, donc de mauvaise répartition des richesses nationales. Nous faisons face à un système, nous avons des systèmes à réformer, des systèmes éducatifs à réformer qui sont plus adaptés. Nous avons donc un manque de leadership malheureusement dans la plupart de nos pays. Nous en avons besoin, aussi bien du côté des dirigeants que du côté de l'opposition. Une déconnexion totale entre les élites qui font la politique et celles dont on cherche les voies. Et ça, il faut le dire. Donc, le danger, c'est effectivement ça. Donc, écoutez, l'actualité est là. Nous avons encore en Afrique des poches donc de fragilité qui risquent d'embraser toute la zone. Il y a le Mali qui est à côté de nous, donc, qui est notre voisin avec les problèmes que vous connaissez. Vous avez la première économie de l'Afrique, le Nigeria, avec la question de Boko Haram, donc, et puis vous avez toute la boucle du Niger, vous avez en Centrafrique, vous avez à chaque fois que nous avons des élections dans la plupart de nos États, c'est la montée d'adrénaline. Donc dimanche, les Sénégalais vont voter, nous espérons pour donc une belle alternance comme il y a 5 ans, je crois. Donc, mais ceci dit, il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire que comme on dit Hassanien, donc comment on appelle ça donc je pense que c'est important. Si on ne fait pas attention à ce capital que nous avons donc de sécurité, malheureusement les choses sont extrêmement fragiles. Et aujourd'hui la géopolitique internationale, donc le monde aujourd'hui est un monde fou. Donc nous sommes dans aujourd'hui nous sommes dans un contexte mondial qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement instable. Il y a beaucoup de tensions, que ce soit entre les grandes économies, les États-Unis, la Chine. C'est la guerre commerciale déjà. Le Venezuela. Je veux dire par là, il faut faire très attention. Donc, je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup à se réorganiser, à réformer ses systèmes politiques pour qu'ils soient adaptés, à réformer ses économies, à réformer, donc à donner plus de parole aux jeunes, aux femmes, etc. Et à diminuer les disparités. Si on ne le fait pas, ma foi, nous risquons de construire, donc de creuser nos propres tombes. Encore une fois, ce n'est pas vraiment pour ameuter, mais il faut quand même que les choses soient claires. Et la place de la jeunesse dans tout cela? Vous savez, je lisais il y a 2 jours un rapport donc, de l'UNESCO sur la question de la radicalisation des jeunes sur les réseaux sociaux. Ça nous renvoie un peu à tout ce débat que nous avons vécu ces dernières semaines en Mauritanie, mais pas que, dans d'autres pays, depuis ce qu'on appelle la montée des mouvements sociaux qui sont effectivement nés de cette frustration. Donc Internet essentiellement, donc les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Facebook essentiellement, ou Twitter sont devenus le vecteur de ces frustrations. Donc je lisais sur le rapport, donc, parce qu'il y avait des préjugés comme quoi les jeunes, ils vont sur Internet, ensuite ils se radicalisent. Or, la conclusion des auteurs n'est pas celle-ci, ils disent non, ce n'est pas Internet qui radicalise les jeunes, mais c'est plutôt les frustrations qui radicalisent les jeunes. Internet, les réseaux sociaux ne sont que l'outil qui amplifie, qui donne la voix. Voilà. Et
je pense qu'il y a une question qui est centrale, c'est la question de l'employabilité des jeunes. Donc, c'est moi en a parlé. C'est vrai, il y a de l'emploi. On dit parfois que nous avons à peu près environ 10% donc, de taux de chômage ou 20%. Donc, apparemment, ça veut dire que 80% ont de l'emploi, un peu en Afrique. Donc, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que ce sont des emplois qui sont précaires. Il y a de l'emploi, mais c'est de l'emploi précaire. Si vous avez un menuisier ou un docker, ou prenez n'importe lequel de ces fonctions et qui rentre le soir, qui n'a pas d'assurance de travail, qui n'a pas d'assurance chômage, qui n'a pas de... il n'y a pas de cantine pour ses enfants qui vont à l'école. Je veux dire par là, il est dans une situation... Je veux dire, il a de quoi manger peut-être dans la journée, mais il ne sait pas le dîner avec quoi il va manger, il ne sait pas s'il tombe malade ou quelqu'un de sa famille tombe malade. Donc, cette question de précarité, elle est là. Il y a de l'emploi, mais c'est de l'emploi vraiment précaire. Je pense qu'il y avait une étude qui a été faite il y a 2 ans, quand j'étais en Côte d'Ivoire, sur le problème le lien entre croissance et emploi. Et nous nous sommes rendus compte que... surtout dans l'informel, quasiment les gens, je veux dire, les jeunes surtout, ils touchaient, la plupart touchaient moins de 100 000 francs CFA, ça fait à peu près 50 000 ouguiya. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 50 000 ouguiya? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous allez privilégier la marmite ou l'hôpital? Il y en a qui sont malades, ils ne veulent même pas savoir qu'ils sont malades, hein, parce qu'ils ne savent même pas comment... Je veux dire par là, ça c'est un gros danger. Donc, et l'autre problème, c'est que nous avons des systèmes éducatifs qui sont complètement à côté de la plaque. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur The Changing Nature of Employment, c'était la nature changeante de l'emploi, indique que dans 10, 15, 20 ans, nous ne savons pas quel emploi nous allons avoir. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de former des élèves, mais ce sont des élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 10-15 ans, parce que ce qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui, peut-être, ne sera pas adapté. Ouais. Nous sommes à l'ère de l'économie, dans la quatrième révolution. C'est l'ère de la révolution industrielle, la révolution agroalimentaire. Nous sommes aujourd'hui à la révolution numérique. Du numérique, oui. Le monde du savoir, le monde de la technologie. Donc, beaucoup d'emplois sont en train de disparaître. Vous prenez le cas des assistantes de direction. Dans 5-6 ans, ce n'est pas sûr que des directeurs d'une entreprise aura besoin d'une assistante parce qu'il a simplement son iPad ou son téléphone. Donc, il peut lui-même organiser ses activités. Il a son ordinateur qui va lui rappeler qu'il a rendez-vous à 12 h avec X, 18 h avec X. Donc, c'est cela. L'école aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est particulièrement grave, surtout pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'avoir des études poussées, n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation de qualité, parce que l'histoire va les rattraper. Dans 10-15 ans, comme je le disais tout à l'heure, et comme toutes les études le prédisent, nous ne savons pas quel type de boulot nous allons avoir. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer dès à présent. Les pays asiatiques s'y sont préparés. Ils avaient déjà anticipé cette révolution du savoir. C'est pour ça qu'ils ont commencé dès le départ donc, à investir dans l'éducation. Ils ont commencé dès le départ à former plus d'ingénieurs, plus d'informaticiens, plus. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils dominent le marché comme la Corée du Sud. Mais c'est un processus qui a commencé depuis des années, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, donc nous avons un continent qui a quasiment plus de 600 millions de jeunes. Imaginez 600 millions de jeunes dans 20 ans. S'ils n'ont pas de boulot, vous pouvez les retenir, personne ne pourra les retenir. Depuis quelques années, nous avons des mouvements sociaux qui commencent à bousculer même les habitudes des processus politiques, que ce soit Filimbi au Congo, je prends nos amis de Yanamar à côté au Sénégal, donc d'autres mouvements sociaux, nous en avons même connu ici dans notre pays. Donc c'est extrêmement grave. Ce sont des mouvements sociaux surtout qui s'appuient sur les nouvelles technologies de communication, qui amplifient leur voix. Mais il faut compter avec. Les Gilets jaunes sont en France, ils ont utilisé la plateforme Facebook donc, pour faire trembler la Macronie. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Les jeunes, il faut investir dans les jeunes. Mais également, il faut investir dans les femmes, il faut investir dans les villages. C'est là où il y a le plus de pauvreté. C'est là où il y a le plus de vulnérabilité. Vous voyez, il faut investir dans les bidonvilles, dans les grandes villes pour diminuer... ou faire disparaître la grande criminalité urbaine, etc. Voilà donc, en gros, ce que je pense. Merci, Monsieur Selmou. L'avenir de la jeunesse africaine? Je suis très optimiste parce que
je sais qu'il y a une jeunesse africaine qui émerge, qui est dans l'émergence, qui côtoie la jeunesse asiatique et européenne. Il y a même, on parle même de certains coins d'Afrique où il y a une mini Silicon Valley. Mais aussi, je sais qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi des milliers de jeunes Africains à la fleur de l'âge qui meurent chaque année dans l'océan Atlantique et dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Eldorado, entre guillemets, européen, où ils n'auront comme travail qu'un travail qu'ils auraient pu faire ici, jardinier, voilà, parking valet, je sais pas moi, gardien, agent de sécurité. C'est des boulots qu'ils pouvaient faire ici, malheureusement. Donc, moi, je pense que la jeunesse, elle est au cœur des préoccupations de tous les dirigeants d'Afrique. Il n'y a pas un chef d'État africain. Moi, en tant que Mauritanien, je préfère beaucoup plus raisonner d'Afrique parce que des similitudes, tout ça. Il n'y a pas un gouvernement en Afrique qui ne place pas la jeunesse au cœur de sa priorité. Avec des stratégies nationales de la jeunesse, un département dédié à la jeunesse, des politiques sectorielles destinées à la jeunesse, même parfois des agences de financement comme chez nous, dans la pêche, uniquement pour les jeunes. Donc, moi je crois qu'il faut plutôt intensifier les efforts qui sont menés en ce sens, être beaucoup plus, pas parce que la jeunesse est en train de se radicaliser, la jeunesse est en train d'utiliser les plateformes des réseaux sociaux. D'accord, vous allez vous radicaliser, vous allez occuper la rue, vous allez casser les... Et après? Là aussi, on peut contester tout ça, on peut s'opposer en respectant l'ordre public, en respectant les institutions de l'État, parce que ça, c'est un bien commun, il appartient à nous tous, il appartient à nos enfants. Donc, d'ailleurs, j'ai vu la conversion de certains mouvements. Lui, il a parlé d'Y en a marre au Sénégal. Moi, j'ai vu Brassard Noir au Burkina, donc on a vu la reconversion. Donc, du coup, chez nous ici, le phénomène était embryonnaire et il a été très bien géré. C'était les années 2011, si je ne me trompe pas, il a été très bien géré. Donc aussi, ce n'est pas ça la solution. Hausser le ton, avoir un discours radical, sombrer dans la stigmatisation, sombrer dans l'antisystème, ne rien proposer. Ne rien proposer, voilà. On est dans l'irrévérence et l'invective. Ça vous réchauffe le cœur, vous avez l'impression de vous être vengé, mais vous allez rester ce que vous êtes. Donc rien n'a changé. Au contraire, il faut se former, il faut participer. Il faut participer. Il faut participer, c'est-à-dire en utilisant les opportunités qui sont offertes, les formations, les financements qui sont offerts, tout ça. Mais il faudrait aussi venir proposer, il faudrait aussi se structurer, il faudrait s'organiser pour avoir des revendications justes, des revendications légitimes, des revendications réalistes. Donc je pense que c'est ça. Donc j'espère qu'on continuera à tenir en compte des aspirations de la jeunesse en présent et à un avenir meilleur. Mais aussi, il est demandé aussi à la jeunesse de comprendre les difficultés que traversent d'autres pays. Ce sont des pays qui vivent sur des rentes un peu partout. L'arachide, le coton, le fer, l'or, un peu partout. Des gens qui vont sur des rentes minières et qui subissent les effets de dérèglement climatique qui n'ont pas causé. Les dérèglements climatiques, ça vient de la production du CO2. Le CO2, la production de l'Afrique du CO2 représente à peine, je ne sais même pas si c'est 0% ou 2%. Donc les pollueurs ne payent pas. De fonds verts qui devraient collecter 100 milliards pour aider l'Afrique, aider les pays victimes des effets des changements climatiques, ils peinent à avancer parce que les pollueurs ne veulent pas payer, notamment la Chine, l'URSS et les grands pays. Ils sont aussi dans le Conseil de sécurité. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'un peu, cette injustice, s'il y a une forme d'injustice, il ne faudrait pas la localiser. Il faudrait, elle est à plusieurs niveaux. Elle est à plusieurs niveaux. Elle est peut-être même au niveau de l'ordre international lui-même. Mais je pense que, voilà aussi, il ne faudrait pas demander des circonstances atteignantes à la jeunesse et dire, bon, patienter, demain sera meilleur. Non, il faut retrousser les manches, avoir une bonne école, avoir de très bonnes universités, former de très bons cadres qui peuvent avoir des opportunités chez eux ou qui peuvent émigrer et avoir des opportunités et revenir. Aujourd'hui, Taleb
Et il a été bien formé ici, il a fait 10 ans à la Banque mondiale, il est maintenant, c'est une valeur sûre, c'est une ressource humaine de qualité. Il est encore jeune, il peut revenir au pays et l'aider. Donc il faudrait former les jeunes, il faudrait travailler aussi sur l'employabilité des jeunes. Ce n'est pas la peine de continuer. Je suis très content d'apprendre que la fonction publique mauritanienne procédera dans les prochains mois à des recrutements massifs. C'est très important. Il faut recruter, il faut donner de l'emploi. Il faudrait aussi être à l'écoute des jeunes, de leurs ambitions, de leurs rêves. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas grave. Merci, M. Selmon. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je rappelle que nous étions là pour parler du livre de M. Taleb, Sid Ahmed Mbarek, qui s'intitule Banque mondiale, État et société en Afrique. M. Taleb, êtes-vous optimiste pour le développement de l'Afrique? Je suis optimiste parce que, bon, tout à l'heure, Selmon le disait, nous avons quand même un continent qui regorge de compétences. Hein. Donc, il a cité des cas, donc, il y a des Africains qui innovent, hein, il y a des start-up qui se créent tous les jours. Il y a des pays comme donc le Rwanda qui investissent beaucoup dans les technologies numériques. Il y a, même dans notre pays, nous avons certainement donc, des jeunes porteurs d'initiatives. Ouais. Donc l'avenir, il est là, il est à notre portée. Mais en même temps, je reste sur ma position que nous vivons dans un contexte quand même de fragilité. Si nous ne mettons pas en place donc des mécanismes institutionnels qui permettent de garantir une stabilité dans le pays et un consensus politique national, si nous ne réadaptons pas notre système éducatif par rapport à, comme je le disais tout à l'heure, donc à la nature changeante de l'emploi, parce que dans 10-15 ans, je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Nous sommes en train de parler de beaucoup de choses, mais dans 10-15 ans, elles ne seront plus d'actualité. Si nous ne le faisons pas, si nous ne donnons pas plus d'inclusion aux populations les plus démunis, à ma foi, je pense que le tableau reluisant, il lui manquera toujours quelque chose. Hein. Donc voilà, donc mon sentiment c'est que je crois à l'Afrique. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas un afro-pessimiste, mais en même temps aussi, comme tous les jeunes qui veulent leur pays, qui aiment leur continent, je suis très écœuré par le fait que nous sommes en train de, quand même dans certains pays, en train de faire des setbacks, nous sommes en train de faire un recul, parce que quand nous avons des systèmes de politique qui sont bloqués, quand nous avons des jeunes, des quartiers donc, qui descendent dans la rue pour demander le rétablissement de l'électricité, quand nous avons des populations qui n'ont pas donc, de l'eau, je veux dire par là, ça vous force, ça vous conduit forcément à vous remettre tout en cause, tout en doute. Cela dit, comme je le disais, l'Afrique, comme tout le monde le sait, c'est le continent qui draine tout le monde. Il y a les Chinois qui arrivent, il y a les Turcs qui arrivent, il y a l'Inde. Tout le monde veut venir en Afrique, tout le monde veut venir faire des affaires en Afrique. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi que les Africains soient conscients de cela et qu'ils mettent en place. Parce que je vous dis une chose, je vais faire assez rapidement, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au niveau des organisations internationales, s'il y a un poste qui s'ouvre, c'est quasiment toute la planète je faisais partie d'un panel de recrutement pour un poste à Madagascar. Je vous assure que nous avons reçu des Pakistanais, des Bosniaques, de tous les pays qui voulaient ce poste. Le poste était un poste local, c'est juste un poste d'assistant, je suis désolé. C'est pas méchant, mais bon, mais c'est un poste d'assistant dans une organisation internationale. Bon, il est beaucoup plus rémunéré que 10 fois peut-être une assistante ou un assistant dans une administration africaine. Mais c'est vous dire simplement que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Quand il y a un poste qui est publié, c'est tout le monde qui veut y aller. Ce n'est pas uniquement Mauritanie, c'est tous les pays du monde. Et c'est les meilleurs qu'on prenne. Donc il faut qu'on se prépare à cela. Il faut que nous ayons une économie compétitive. Il faut que l'Afrique, malgré ce que nous avons, en dépit de ce que nous avons comme richesse, il faut que nous soyons compétitifs. La compétitivité est importante. Si vous n'êtes pas compétitif, les gens vont aller ailleurs. Il faut que vous ayez des infrastructures portuaires qui soient attirantes. Il faut que vous ayez des aéroports qui soient attirants. Il faut que vous ayez une main d'œuvre. Tout à l'heure, Selmon le disait, il y a de l'emploi. Il y a des entreprises qui ont besoin d'emploi, de recruter, mais elles ne trouvent pas les qualifications qu'il faut. Elles sont obligées d'amener des gens de l'extérieur et finalement, on entend dans les journaux, sur les réseaux sociaux, ce sont des étrangers qu'on prend. Oui, on va les prendre parce que nous avons, au niveau local, nous n'avons pas les compétences qu'il faut. Et c'est ça la réalité du marché aujourd'hui.
Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas qualifié, on prendra un autre. Voilà. Monsieur Selmou, par rapport, si vous avez un dernier mot à dire, vous êtes libre. Bon, moi, tout ce que... Et par rapport au livre par rapport au livre, je voudrais vraiment le recommander, surtout aux chercheurs, aux universitaires, aux étudiants. Je voudrais aussi le recommander à nos confrères journalistes, parce que c'est un regard de l'intérieur. Ce livre, sa grande importance, c'est que c'est un regard de l'intérieur. Ce n'est pas nous, les journalistes, qui avons l'habitude de lire les rapports annuels ou périodiques de la Banque mondiale ou d'assister à des conférences de presse. Non, ça c'est quelqu'un des sérails. Je suis sûr qu'il y a des aspects dont il ne nous a pas parlé, parce qu'il y a le secret professionnel, l'obligation de réserve. Mais quand même, je vous l'ai dit... On ne crache pas dans la sauce qu'on mange. Mais quand même, c'était un regard de l'intérieur. Mais j'essaie quand même d'être le plus objectif possible. C'était un regard de l'intérieur à travers lequel on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur les mécanismes de fonctionnement, d'abord de la Banque mondiale, et on apprend beaucoup sur le développement de la vision de la Banque mondiale, qui s'est départie de la vision plus ou moins paternaliste des années 80 vers une vision plus participative à l'égard de l'État. C'est un ouvrage que personnellement je recommande et il est déjà mon livre de chevet à la maison. Merci, cher ami. Taleb, comment on fait pour avoir ce livre? Ben écoutez, il est sur Internet, hein, donc vous tapez Banque mondiale et État société en Afrique, Taleb Ould Ahmed, vous l'aurez. Comme je disais, donc, je suis désolé, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais le plus important pour moi, c'était vraiment les idées, hein, que les gens l'achètent ou pas, donc c'est pas ça qui va me faire vivre. Hein, donc, mais c'est surtout les idées. Merci, donc avec... vous avez invité quelqu'un qui est très au fait de ces questions de développement, donc Selmou est connu. Donc, pour la pertinence de ces idées sur les questions de fragilité et le développement. Et donc, voilà, donc merci pour m'avoir invité. Ce sera le mot de la fin. Merci. Je rappelle que Taleb est avant tout un journaliste. Écrivain. C'est son deuxième livre. Qui était ici à la télévision de Mauritanie. En tout cas, merci, vous nous faites honneur. Il est Taleb Sid Ahmed Mbarek, actuellement conseiller chargé de la communication à la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un grand merci également à mon grand frère et collègue et expert en sécurité, M. Selmou Ould Salihi. Merci, cher. Merci, cher. C'est la fin de l'émission. À la semaine prochaine et au revoir.